Quelques touches sur un clavier, quelques écrits sur un papier, quelques jeux à créer, quelques recherches à effectuer. Et c'est décidé, mon planning est organisé. Moi aussi je vais y arriver, moi aussi je vais y arriver. Ils vont tous être étonnés, je vais leur montrer mes facultés et me régaler à étudier. Coucou les étudiants, les étudiantes, je vous propose quelques petites rapides astuces pour réussir un planning et le respecter. Après, c'est pas dit que cela fonctionne, mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Avant de réviser, vous avez sans doute cette tête-là. Elle est très jolie, certes, hein, mais on remarque que vous n'êtes pas très motivé pour accomplir les nombreuses tâches à effectuer. Au départ, il ne faut surtout pas s'en vouloir d'être dans cet état. Personnellement, ça me paraît tout à fait compréhensible. Procédons par étapes. Étape 1, créez ou prenez, d'ailleurs, excusez-moi pour la petite faute d'orthographe là, surtout qu'ils font vraiment attention aux fautes d'orthographe en droit, donc il faut vraiment faire attention. Je m'excuse, déjà je commence bien, hein. Donc, vous créez ou vous prenez un planning existant, il faut être vraiment réaliste et composer en fonction des cours que vous avez à la fac. Et quand je précise qu'il faut être réaliste, il ne faut pas faire la chose suivante. Planning de la semaine ou hebdomadaire, celui que j'ai tenté, on va dire, de dessiner. Et même si vous êtes plus efficace le soir, je vois difficilement comment ce planning pourrait être respecté. Après, si je me trompe, tant mieux, hein, mais il faut quand même tenir ce rythme toutes les semaines. Sans oublier de revoir ce qui a été déjà vu ou même appris. Donc ce n'est pas évident. Après, si c'est votre méthode, c'est très bien aussi. Je vous conseillerais plutôt un planning comme celui-ci, hein, le planning de la semaine que j'ai tenté de dessiner, hein, un nouveau planning, où vous intégrez vos cours et ce que vous devez faire. Alors c'est vrai que dans mon exemple, vous êtes en cours pratiquement tous les jours de 8h à 18h pour les mêmes matières. En réalité, c'est plus compliqué. Bon, j'avoue, j'ai fait ça pour faciliter ce que j'illustrais, hein. Donc, admettons. Le soir, quand vous rentrez chez vous, après je dis le soir, après ça dépend si vous avez du temps libre pour réviser et que vous êtes plus efficace pour vous le matin. Ça dépend, hein. Après, c'est vraiment chacune. Donc, admettons, dans mon exemple, le soir, quand vous rentrez chez vous, admettons que vous commencez à travailler vers 20h, vous vous dites que vous allez réviser 20h minuit, en vous octroyant obligatoirement quelques petites pauses. Je vous dis pas que les pauses doivent durer 1 heure, parce que déjà 20h minuit, ça fait que 4 heures. Après, peut-être que pour certains, c'est beaucoup. Peut-être que pour certaines personnes, c'est beaucoup. Ça dépend vraiment de votre rythme de travail. Après, vous travaillez moins ou plus, c'est vraiment selon votre fonctionnement propre. Mais l'impératif, je dirais que c'est de revoir vos cours le jour même et de répéter ce mécanisme tous les jours. Je vous assure que ce n'est absolument pas pour vous embêter que je dis cela. Alors bien sûr, peut-être que vous me haïssez sans doute. Si c'est le cas, désolé, mais je dis ça pour vous. Et là, vous vous dites, j'ai supporté les cours des profs pendant plus de 5 heures, hein, et qu'est-ce qu'elle me dit l'autre? L'autre qu'en plus je ne connais pas, hein. Révise-les encore. Ah, c'est bon, hein. Alors, si vous avez ce type de pensée, vous les supprimez s'il vous plaît, et on se dit plutôt, quel cours merveilleux les profs nous dispensent. Elles pourraient parler moins vite, mais on les comprend. Elles n'ont pas assez de temps pour nous partager leur fabuleux savoir. C'est décidé, je m'organise. Alors oui, j'exagère, mais de penser plutôt de cette manière, ça peut changer la vie. Et peut-être même la vie, en 2 mots, des cours dispensés par les profs que vous avez au début. Vous voyez ce que je veux dire, hein?
Étape 2, l'organisation du planning et le respect des révisions. Vous pouvez me dire que là aussi, le risque de ne pas respecter le planning est bien réel. Malheureusement, oui. Et là, vous vous dites, est-elle sérieuse? Elle nous fait tout un speech pour dire qu'il faut respecter le planning et à l'arrivée, elle nous précise qu'il est possible qu'on ne le respecte pas. Oui. Il y a toujours un petit risque, mais il faut faire en sorte d'éviter cette possibilité. Donc on reprend, vous rentrez chez vous, vous commencez à travailler vers 20h par exemple. Au départ, je vous conseillerais de ne pas noter, de voir à l'oral, seul, tranquille chez vous, si possible. Si possible, après peut-être vous avez un autre endroit au calme, sécure et qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez bien pour travailler. Enfin, il faut vraiment trouver un environnement calme et sain en tout cas. Donc je vous conseillerais de ne pas noter, de voir à l'oral ce que vous avez retenu. Après, si vous n'avez pas retenu pour une raison ou pour une autre un des cours, si vos notes ne sont pas extra, ça ne fait rien pour cette fois-ci, mais seulement pour cette fois-ci. Vous essayerez d'être plus concentré, les cours suivants. Les sous-chapitres, les titres des sous-paragraphes, etc. Les titres, quoi. Et les mots-clés. Alors, même si j'aime pas trop ce mot, là, c'est vrai que c'est quand même intéressant de noter les mots-clés. Vous pouvez vous débrouiller à réviser vos fiches sans déranger quelqu'un. Après, c'est vrai que si vous avez du mal à noter vos cours, que ce soit sur ordi ou par écrit, puisque c'est vraiment la façon que vous préférez, je vous conseillerais tout de même de demander l'autorisation à vos professeurs de pouvoir les enregistrer. Vous pouvez aussi demander à une personne en vérifiant toujours ce qu'elle a écrit, puisque des fois on ne fait pas exprès, mais soit on note mal un mot, soit on entend mal un mot, soit l'article du cours ou l'article du code il correspond pas, l'arrêt c'est pas le bon ou la date n'est pas exacte. Il faut toujours vérifier et en plus je pense que comme on dit c'est les détails qui font la différence certaines fois. Donc, si vous vérifiez, c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi demander à une personne, donc en vérifiant toujours ce qu'elle a écrit, si elle veut bien avoir la gentillesse de vous prêter ses notes. Donc, cette même personne, après, c'est interdit de la déranger tout le temps. C'est juste exceptionnel quand vous avez un peu du mal parce que vous êtes quand même venu en cours. Si c'est possible, parce que bien sûr que si vous travaillez à côté, parce que vous n'avez pas le choix, par exemple, oui, là, c'est différent, mais bon. Alors, mais sinon, je vous conseillerais vraiment d'aller en cours, surtout si vous avez une mémoire auditive. De plus, il faut aussi apprendre à travailler seul. Pour moi, c'est primordial. Après, ça dépend vraiment de la façon que vous préférez travailler, mais je pense que quand même c'est pas mal de travailler seul, surtout qu'à la fac vous êtes particulièrement autonome, on vous laisse assez libre, en vérité c'est libre pour travailler, c'est pas pour faire la fiesta à côté, vous voyez. Après il faut s'octroyer quelques pauses quand même, mais c'est vraiment de l'autonomie, je dirais. Après, c'est vrai que travailler en équipe, c'est sans doute bien aussi, surtout quand vous aurez des exposés à faire ensemble. Là, il vaut mieux quand même travailler en équipe et pas travailler seul. Enfin, après, ça dépend de votre fonctionnement, mais vraiment, quand vous faites les exposés, vous vous arrangez à faire des parts équitables, vous voyez. Il n'y a pas toujours la même personne qui fait tout, Bon. Et puis en plus, ça va vraiment vous aider vous aussi à travailler. Mais pour réviser, faut commencer vraiment par s'habituer à réviser seul. Et de cette manière, vous allez acquérir votre propre méthode de travail, votre propre rythme de travail, etc., qui ne correspondront pas nécessairement à ceux de vos camarades. Donc c'est toujours bien de travailler seul aussi. Travailler ensemble, en équipe, en groupe, c'est très bien. Et puis en plus, si cette méthode-là fonctionne mieux pour vous, ok, dans ce cas-là, si
Si vous trouvez que c'est motivant de travailler avec les autres, pourquoi pas. Après, je vous conseillerais quand même d'essayer de tenter de travailler un petit peu seul. Et n'oubliez pas de travailler avec le merveilleux outil proposé par la fac, l'ENT, l'environnement numérique de travail, puisqu'il va vous changer la vie. Étape 3, apprendre autrement. Oui, on a compris, j'y tiens. Je pense que pour respecter son planning, il faut apprendre autrement, c'est-à-dire créer des jeux pour avoir envie d'apprendre. Il ne faut pas que l'apprentissage soit assimilé à du bachotage, parce que qui précise bachotage précise peut-être contrainte. Alors, les matières à la fac et sans doute dans d'autres établissements sont assez nombreuses et assez lourdes. Après, quand je dis lourdes, c'est vraiment dans le sens où il faut connaître énormément de choses. Et il faut alors vraiment éviter de considérer l'apprentissage de ces matières comme une contrainte. Il faut plutôt que l'apprentissage des cours soit assimilé à une véritable passion. Sous étape 1, révision des cours. Révision des cours le jour même à l'oral, révision des cours le jour même à l'écrit, interroger et ou être interrogé sur le cours révisé le jour même, et procéder de la même manière du lundi au samedi matin. Oui, je sais, cela ressemble à du bachotage. Sous étape 2, création de jeux, idée pour que la révision des cours soit plus fun. L'idée principale, c'est de faire les choses indiquées pour la sous-étape 1, révision des cours le jour même à l'oral, révision des cours le jour même à l'écrit, interroger et ou être interrogé sur le cours révisé le jour même, procéder de la même manière toute la semaine pratiquement, mais de manière beaucoup plus fun. Exemple d'idée pour l'apprentissage fun des cours compliqués. Alors, j'ai précisé cours compliqués parce que des fois, il y a des mots juridiques qu'on ne connaît pas forcément. On arrive à la fac, on se dit mais je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Alors, si vous vous dites ça, c'est pas grave du tout. C'est nouveau, c'est compréhensible. Ne vous inquiétez surtout pas. Il faut vraiment soit écouter les cours si vous avez la possibilité d'être en cours, soit vraiment faire des recherches sur les mots que vous ne connaissez pas et ça peut vraiment vous aider. Donc, par exemple, vous organisez un jeu télévisé dont le but est de répondre le plus rapidement aux questions posées de façon synthétique et structurée. Vous pouvez même jouer en famille si vous le souhaitez. Et en plus, ça permettra aux autres personnes de votre famille de se renseigner sur les cours que vous étudiez. C'est quand même pas mal. Il y a plusieurs avantages. Les questions correspondent aux parties du cours, par exemple. Après, il y aurait des grands et des grandes gagnantes. Des grands gagnants, des grandes gagnantes, qui obtiendront une carte privilège, par exemple, créée par vos soins. C'est tout de même pas mal. Après, c'est vrai que selon le jeu que vous créez, le temps peut être assez long, mais cela sera toujours moindre que si vous ne le faites pas et que vous essayez d'apprendre une quantité d'informations considérable de manière contraignante. Or, certaines personnes préfèrent peut-être réviser de manière traditionnelle. Je comprends tout à fait, étant donné que à l'origine, c'est ce que je faisais aussi. Donc, il faut vraiment que vous trouviez votre méthode propre, celle qui vous convient le mieux. Ou vous pouvez varier aussi, un peu réviser de manière traditionnelle, un peu réviser de manière ludique, vraiment comme vous préférez, quoi. Mais le tout, c'est vraiment de réussir à réviser régulièrement et ne pas se décourager. Alors, pour un autre exemple d'idée de jeu, la meilleure des définitions. Il s'agit par exemple d'un jeu de cartes composé de cartes d'illustration correspondant à toutes vos matières. Dans chacune des matières se trouvent des définitions spécifiques. Vous pouvez ajouter un buzzer ou une alarme. Oui, je suis allée quand même très loin dans le jeu. L'un ou l'une des candidates pioche une carte et essaye de faire deviner aux autres joueurs ou aux autres joueuses la définition ou le mot-clé correspondant. Si il ou elle ne parvient pas à faire trouver la carte aux autres personnes, c'est lui ou elle qui devra apprendre la définition de sa carte, en un temps record. Oui, vous pouvez jouer à ce jeu seul aussi, oui, c'est possible aussi. Un autre exemple, un jeu de mots croisés juridiques. Admettons, vous êtes fan des mots croisés. C'est tout à fait possible, je vous assure. Vous pouvez aussi créer votre propre jeu de mots croisés, et en fait, vous mettez seulement des mots juridiques et des définitions juridiques. Bon, le mieux, c'est de les apprendre d'abord et ensuite de noter, pourquoi pas. C'est possible aussi. Un autre exemple,
Alors, j'ai nommé ce jeu « J'ai trouvé » ou « Jeu des homonymes ». Ce jeu consiste à trouver un lien entre un mot-clé, mot-clé entre guillemets, juridique, et un objet qui n'a a priori aucun rapport, sauf le mot. Par exemple, vous allez souvent entendre une règle de droit à la fac. Enfin, il y a beaucoup de notions juridiques que vous connaissez pas nécessairement au départ quand vous arrivez à la fac. Ne vous en veuillez surtout pas. Je trouve cela tout à fait compréhensible que vous arrivez et que vous avez quelques petites difficultés puisque, sauf si vous avez fait une filière qui contenait un peu de droit, je pense que il y a des mots que vous n'avez peut-être jamais entendus. C'est possible aussi. En tout cas, dans tous les cas, il ne faut pas s'en vouloir. Et même si vous avez fait une filière où il y avait un peu de mots juridiques, faut quand même beaucoup réviser parce que peut-être vous allez voir d'autres mots que vous ne connaissiez pas forcément, pardon. Donc c'est quand même intéressant de travailler régulièrement et de trouver des petites astuces pour le faire. Donc par exemple, je reprends mon jeu, une règle de droit qui est liée à une règle équerre, hein, et vous apprenez votre définition, vous notez sur un post-it la définition apprise, vous mettez ce post-it sur votre règle, vous procédez de la même manière pour d'autres définitions, vous avez alors plusieurs post-it sur différents objets dans votre pièce, vous replacez vos objets, vous attendez quelques minutes puisque là vous savez très bien où ils sont cachés, vos objets, et vous repartez à la recherche de vos objets. Et vous n'avez le droit, quand j'ai essayé de faire un jeu de mots, mais il n'est pas très drôle, la possibilité de dire « j'ai trouvé » et donc de gagner, seulement après avoir répété la définition et récité la définition qui se trouve sur l'objet que vous venez, entre guillemets, de retrouver. Bon, désolé pour la phrase lourde. Ce sont juste quelques petits exemples puisque je fais confiance à votre créativité. Oui, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous avez plein d'idées. Avant le week-end, c'est peut-être mieux de trouver des jeux plus rapides à créer, hein, parce que c'est vrai que pendant la semaine, vous avez moins de temps et en plus, il faut vraiment réviser les cours que vous avez appris la semaine. Donc, c'est peut-être pas évident d'essayer en plus de faire des jeux assez longs. Il faut vraiment trouver des jeux un peu plus rapides avant le week-end en tout cas. Mais vraiment, l'une des clés, c'est vraiment de réviser régulièrement. Non, je ne suis pas rabat-joie. Bon, allez, peut-être juste un tout petit peu. Une fois les cours révisés, les jeux créés, vous pouvez compléter et vous rajouter dans votre planning, puisqu'il reste samedi et dimanche, que vous allez d'une part revoir les cours super des profs. Oui, ce sont des cours super. Il faut vraiment se dire ça. Et puis en plus, c'est vrai. Donc les cours super des profs vus la semaine en cours, et d'autre part que vous allez compléter vos cours, grâce à certains outils, matériels, ouvrages ou autres. Le matériel indispensable à avoir près de soi pour compléter ces cours, il s'agit de l'étape 4. Le dictionnaire. Je vous avoue que ma première année de fac, quand j'ai entendu une prof nous dire « Ayez le dico toujours avec vous », je l'ai hyper mal pris. Et puis, avec le recul, je me dis qu'il est plus utile que ce que l'on pense, hein. À l'origine, j'aime bien les dicos, les dictionnaires, et je remarque tout de suite leur utilité. Mais là, je pensais que c'était un sous-entendu pour nous faire comprendre que nous étions bêtes. Oui, à la fac, exceptionnellement, on peut devenir parano, hein. Non, en fait, le dictionnaire, c'est super utile. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, ou même pour les simples et bonnes raisons, que d'abord, il contient une source abondante de mots de tous les domaines. Et puis aussi, il faut faire quelquefois attention à l'orthographe des mots. Et c'est en feuilletant un petit peu le dictionnaire, des fois que vous pouvez vous rappeler de l'orthographe de certains mots. Et puis en plus, je suis pas sûre, mais à mon avis, une copie qui est bien structurée, bien organisée, bien propre et qui ne contient pas de fautes d'orthographe
je pense qu'elle sera vraiment valorisée, cette copie-là. Hein. Donc, on utilise le dictionnaire. Et c'est pas du tout une façon sous-entendue de vous dire que vous êtes bête, absolument pas, pas du tout. Il faut au contraire se dire que les profs nous dispensent des cours merveilleux et que nous aussi, nous pouvons y parvenir. Il faut vraiment pas s'autocritiquer, quoi. Hein. Il faut vraiment se dire que nous aussi on va y arriver. Il faut arrêter de venir, il faudrait essayer d'éviter le parano et de se dire ouais, t'as vu ce qu'elle me dit là, prends ton dico. Non mais si un ou une prof vous précise ça, c'est gentil, hein, c'est pas du tout. Bon après ça dépend peut-être, je sais pas. Mais en règle générale, à la fac, on peut manquer de confiance en soi. Une aide. Alors, même de manière plus approfondie qu'à l'origine, si déjà vous manquez de confiance en vous, il y a des fois, vous allez vous dire, oulala, c'est compliqué, peut-être même vous auto-critiquer. C'est interdit de vous auto-critiquer, hein, je vous assure, vous n'êtes pas bête, pas du tout. Faut absolument pas se dire ça, il faut plutôt se dire des phrases positives et de se dire que même si vous trouvez ça compliqué, puisque c'est tout à fait compréhensible par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, il faut travailler, toujours travailler, mais même de manière ludique ou de manière traditionnelle, ou même les deux comme vous préférez, et de vous dire que vous aussi, vous allez y arriver, vous pouvez y arriver, et que vous ferez en sorte de donner le meilleur de vous-même, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il faut vraiment se dire plutôt des phrases positives. Hein. Je peux vous assurer que ça change vraiment la façon de voir les choses. Ensuite, un vocabulaire juridique. Vous devez posséder, je pense, un vocabulaire juridique à jour qui référence les définitions de toutes les matières. C'est important d'avoir ce vocabulaire juridique, ça va énormément vous aider aussi. Et d'apprendre les mots que les profs vous précisent, les mots clés entre guillemets, ça va vraiment vous aider. Les différents codes à jour, hein, les différents codes actuels qui sont relatifs à vos matières. Alors moi je vous conseillerais de les emprunter à la bibliothèque pendant le temps autorisé, ou alors vous les feuilletez sur Légifrance ou sur le fameux ENT, puisque c'est quand même très très intéressant de travailler avec les codes et surtout avec l'ENT. Le merveilleux site proposé par la fac, l'environnement numérique de travail de la fac, qui contient une source abondante d'ouvrages que vous pouvez consulter en toute liberté, et même gérer de toute urgence. Je vous conseille également de consulter les revues, parce que lorsque vous avez quelques petites difficultés à comprendre un arrêt, puisque si mes souvenirs sont bons, il me semble que en travaux dirigés, on vous demande de faire des fiches d'arrêt, des commentaires d'arrêt, et ce n'est pas toujours évident, et encore moins en première année, je pense. Enfin, après, les autres années, c'est soit... Enfin, c'est toujours pas évident, mais à force de vous entraîner, vous allez voir que vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment s'entraîner, mais d'une manière plaisante, hein, pas d'une manière contraignante. Donc, admettons que vous avez un commentaire d'arrêt, que vous avez du mal à le faire, que vous êtes passé par exemple, hein, admettons, je dis n'importe quoi, vous avez mis un certain moment, genre 2 heures, et qu'au bout d'un moment, vous dites, pétard, je n'y arrive pas, c'est fou, je n'y arrive toujours pas, ça fait quand même 2 heures que je suis sur l'arrêt, je le comprends toujours pas. Et en fait, sur le NT, vous pouvez avoir des revues très intéressantes où certains arrêts sont expliqués par plusieurs auteurs. Donc, c'est quand même assez intéressant d'aller remarquer cette ENT, de naviguer, de surfer, entre guillemets. Je sais même pas si les mots sont correctement employés, alors que franchement... à la fac, ils font vraiment attention aux mots. Hein. Il faut vraiment employer le mot correct qui correspond.
Moi, je le fais pas toujours. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'a valu quelques points. Non, mais franchement, il faut vraiment faire attention aux mots certaines fois et c'est en utilisant les outils que vous avez sous la main, les outils qu'on vous propose, que vous allez y arriver. Je vous souhaite un bon courage et de la réussite dans vos études. Merci.